Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce premier cercle de presse de la saison. Dans le cadre de l'élection provinciale, on organise aujourd'hui un tout premier débat avec des candidats pour Saguenay. Alors, autour de la table, nous avons tout d'abord M. Pierre Dostie de Québec solidaire, M. Benoît Rochefort de la Coalition Avenir Québec, Mme Mireille Jean du Parti québécois. Bonjour. Et Mme Marie-Josée Morancy du Parti libéral. Bonjour. Merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer? Chacun des candidats va avoir 1 minute 30 pour se présenter. Par la suite, on va passer à la période de questions des journalistes. Donc, chacun des candidats va avoir environ 45 secondes à 1 minute pour répondre à chacune des questions. C'est certain que s'il y a une attaque envers un candidat, ce dernier va avoir une quarantaine de secondes pour y répondre. Donc, on peut commencer avec la présentation des candidats. On va commencer avec vous, M. Dostie. Bonjour. Alors, Pierre Dostie, je suis candidat pour Québec solidaire dans Chicoutimi pour la 4e fois. Les gens commencent à me connaître, savent aussi que je suis quelqu'un qui est impliqué dans sa communauté et dans la région de façon constante depuis longtemps. J'ai aussi une longue expérience comme travailleur social. Je connais les problèmes sociaux et aussi les différentes solutions individuelles et collectives pour ces problèmes-là. J'ai aussi une expérience de gestion. Je ne suis pas un actionnaire, je ne suis pas un entrepreneur de l'entreprise privée, mais j'ai une expérience de gestion dans les services publics où on gère quand même souvent plusieurs dizaines de millions de dollars ou plusieurs centaines d'employés, où on a à composer aussi avec de nombreux organismes avec lesquels il faut trouver des mécanismes de communication et de solution de problèmes. Alors, vous savez que depuis 2014, à l'Assemblée nationale, nous avons 3 députés solidaires. Ils n'ont pas la majorité, loin de là, mais tout le monde s'entend pour dire qu'ils ont fait tellement un bon travail. Ils ont réussi à élever le niveau du débat. Ils ont aussi réussi à améliorer la qualité de certains projets de loi. Ils ont réussi à faire adopter certains d'entre eux, ce qui a fait dire à beaucoup de gens que les députés de Québec solidaire sont la conscience de l'Assemblée nationale. On sait que cette fois-ci, comme on est un parti en progression, nous allons élire encore plus de députés solidaires et je voudrais faire partie de ceux-là. Je pense que Chicoutimi a besoin à l'Assemblée nationale de quelqu'un qui est dévoué envers les services publics, envers l'intérêt commun, quelqu'un qui est constant, qui ne lâche pas, quelqu'un aussi qui est un indépendantiste convaincu et engagé, sincère, qui travaille aussi depuis de nombreuses années à développer l'unité à l'intérieur du mouvement souverainiste. M. Rochefort. Alors, bonjour, Benoît Rochefort, je suis candidat pour la Coalition Avenir Québec dans Jonquière. Sur le plan professionnel, je suis professeur au Cégep de Chicoutimi en comptabilité et gestion. Ça fait une quinzaine d'années que je suis consultant et que je mène plusieurs projets à la fois. Sur le plan de ma formation, écoutez, j'ai un bac de l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai une maîtrise en gestion des organisations ici aussi au Cégep de Chicoutimi et j'ai un certificat de 3e cycle en management de projet. Alors, je pense que pour Jonquière, jusqu'à maintenant, ça sent bon. On s'est commis pour le patron de Jonquière jusqu'à maintenant avec M. Legault, dans lequel on a carrément annoncé qu'on allait le faire avec un gouvernement de la CAQ. On s'est aussi commis en ce qui concerne, je dis commis, on a pris un engagement envers le club de curling de Kenogami et aussi on a pris position en ce qui concerne Jonquière Médic avec notre position justement en renégociant le salaire des médecins. Alors, je pense que c'est des belles choses pour le secteur de Jonquière et je suis convaincu que l'ensemble des candidats de la région, de la CAQ, ont des projets aussi intéressants pour leur comté. Merci beaucoup, M. Rochefort. Mme Jean. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ici aujourd'hui, représente Mireille Jean, candidate à Chicoutimi pour le Parti québécois. Je suis ici pour représenter l'équipe du Parti québécois à Saguenay. Aujourd'hui, les gens veulent du changement. Et le vrai changement qu'il faut voir en 2018, c'est l'arrivée du Parti québécois ou le conserver le Parti québécois. Le Parti libéral puis la CAQ, on ne se le cachera pas, c'est du pareil au même. C'est le même programme, c'est des copier-coller, c'est la même plateforme, c'est les mêmes candidats, c'est la même équipe qui change ou qui se magasine une place dans le parti. Même Jean Tremblay, qui est un grand membre du Parti libéral, est maintenant bénévole pour la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est du pareil au même, c'est pas là qu'existe le changement. L'équipe du Parti québécois du Saguenay, c'est du nouveau. On a Sylvain Gaudreault, qui est un jeune expérimenté. Il y a Marie-Annick Fortin à Dubuc, qui se présente à Dubuc, qui est une personne extraordinaire. Et il y a moi, qui est là depuis 2 ans.
J'ai d'ailleurs personnellement démontré depuis 2 ans et demi à quel point je représente le changement en multipliant les actions qui permettent d'améliorer l'accessibilité et la transparence du travail de député dans sa circonscription. Au Parti québécois, on ne s'arrêtera pas là. Dans le prochain mandat, on s'engage à faire plus. On s'engage à faire plus pour la transparence et l'accessibilité, pour le développement économique, pour le support aux PME. On s'engage à faire plus pour les groupes communautaires, pour les artistes, pour les jeunes et bien sûr pour les aînés. On s'engage à défendre les acquis du secteur, nos institutions, l'hôpital, l'université, le cégep. On est en politique parce qu'on veut servir le Québec, on veut servir Chicoutimi, Jonquière, Dubuque, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, les gens veulent du changement, c'est le Parti québécois qui l'incarne. C'est pour ça que le 1er octobre, on va demander aux gens de Chicoutimi, de Jonquière et de Dubuque de voter pour l'équipe du Parti québécois. Merci, Mme Jean. Finalement, Mme Morancy. Bonjour à tous. Marie-Josée Morancy, candidate pour le Parti libéral du Québec dans Chicoutimi. J'ai 2 beaux enfants, c'est important de le mentionner, de 17 et 18 ans, que j'intéresse beaucoup à la politique. Je suis mariée depuis 20 ans. J'aime à dire que je suis née ici professionnellement, parce que plusieurs me disent que je suis née à Québec. Je pense que c'est pas une tare. Ce n'est pas une tare, c'est plutôt ici que je suis née professionnellement. J'en suis fière. J'ai monté mon réseau un à un. J'ai œuvré, tout d'abord, j'ai un bac en communication, relations publiques. J'ai œuvré comme entrepreneur à 23 ans. J'avais 2 stations-service avec Lavoto, dépanneur. J'ai fait ça pendant à peu près 7-8 ans. J'ai travaillé après ça en communication pour la PCHQ ici, la fibrose kystique. J'ai travaillé à Promotion Saguenay, au développement de la région, ambassadrice de la région pour le tourisme d'affaires. J'ai travaillé, vous le savez, pour la plupart, à la Chambre de commerce pendant 7 ans, à la direction générale. Très belle fierté. J'ai été nommée sur le CA d'Hydro-Québec pour représenter les régions. C'est une belle nomination que j'ai portée avec une grande fierté. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que j'ai aussi œuvré dans plein de comités, conseils d'administration, conseil des partenaires du marché du travail, entre autres, l'urbanisme. J'ai été dans les causes caritatives. Donc, une femme très impliquée. Je me présente en politique parce que je veux incarner le changement. J'incarne le changement. Le Parti libéral a prouvé qu'il était le plus solide jusqu'à maintenant. Les finances vont bien. On a les moyens de nos ambitions. Donc, je veux vraiment représenter les gens de Chicoutimi. Merci. Merci beaucoup. Alors, on peut commencer avec la période de questions. Tout d'abord avec M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Cette campagne électorale-là, actuellement, on peut se poser beaucoup de questions sur son déroulement. Ça fait quelques années que je suis dans le métier, là, puis je me rends compte que il y a pas beaucoup d'enjeux qui ressortent. La plupart des partis défendent à peu près les mêmes choses, appuient à peu près les mêmes projets. On se rend compte que même à la tête des différents partis, on s'échange aussi les idées. Il n'y a pas de différence. Les gens disent qu'ils veulent du changement, mais quel changement? Qu'est-ce que vous avez à offrir comme changement l'un et l'autre? Et localement, parce que les enjeux locaux, la plupart des projets qui sont en place sont défendus par tout le monde. Il y a des nuances, un peu du côté de Québec solidaire dans certains projets industriels. Mais pour le reste, là, n'importe qui d'entre vous serait élu et les projets qui sont en place seraient défendus. Qu'est-ce que vous faites dans cette campagne-là pour défendre vraiment d'abord la région, défendre votre candidature et faire en sorte qu'on ait une véritable campagne électorale où on fait un choix éclairé sur des projets précis? On va commencer par M. Dosti. Bien, je nuancerais quand même cette affirmation-là. Je pense, vous l'avez un peu dit, on a quand même, Québec solidaire a quand même des positions radicalement différentes de celles des 3 autres partis. Une des choses qui nous distingue, c'est notre proposition de transition économique vers une économie plus propre, une économie écologique, avec un plan de transition ambitieux au point où on le qualifie de carrément révolutionnaire. Alors, ce plan-là prévoit un virage majeur. Et puis, il n'est pas si extraordinaire que ça. C'est à peu près se mettre au diapason de ce que font certains pays européens, la France, l'Angleterre. Cessation de l'exploration, de l'exploitation des hydrocarbures, orientation vers l'utilisation électrique pour nos transports collectifs. C'est drôle, on a un surplus d'électricité
qu'on n'utilise pas nécessairement tout le temps. Et puis, on a une balance commerciale déficitaire de 30 milliards par année qui est principalement due au fait qu'on doit acheter notre pétrole à l'étranger. Or, ce pétrole, il faut qu'on cesse de le consommer comme on le fait présentement parce qu'il est la cause d'au moins 45 des gaz à effet de serre. Et tout le monde s'entend pour dire que ce n'est pas individuellement qu'on va y réussir, c'est à travers des projets structurants collectifs, comme par exemple la collectivisation de nos transports en commun électriques. Pourquoi dans la région, justement? Votre minute est passée. On va passer avec M. Rochefort. Ça va rapidement, hein? Je m'excuse, mais... En fait, en ce qui concerne les enjeux, je dirais local, c'est sûr que le programme de la CAQ propose notamment l'uniformisation des taxes scolaires, ce qui, à mon sens, est un gain assez important pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi en Ontario sont capables de le faire puis qu'au Québec, on n'est pas capable de le faire, quand en Ontario, entre autres, ils ont des valeurs municipales qui sont relativement différentes. On s'est engagé aussi, notamment dans le domaine de la forêt, à assurer d'assurer une pérennité en accordant justement des contrats à plus long terme pour assurer un suivi dans le milieu de la forêt, pour nos entrepreneurs forestiers. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à considérer. On s'est engagé aussi à soutenir et à développer la deuxième transformation de l'aluminium. Et ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Je terminerai aussi avec tout l'aspect de s'assurer d'avoir des infrastructures qui vont permettre aux grandes entreprises de venir s'installer et d'avoir une diversification, notamment par l'exploitation d'un port en eau profonde, être capable d'avoir des chemins de fer que tout le monde va être capable d'utiliser. Donc, il y a plusieurs enjeux intéressants. Puis je pense que la CAQ a une vision économique face à ça, puis a à cœur la région. Madame Jean? Je suis assez surprise de la question de dire qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les propositions. Au Parti québécois, presque quotidiennement, il y a des annonces qui sont faites qui sont complètement différentes de celles de la CAQ et du Parti libéral. Qu'on pense, par exemple, à l'approche que, contrairement aux autres partis qui veulent diminuer l'État, qui veulent diminuer les taxes au détriment des services donnés à la population, mais au Parti québécois, on croit à un État fort, au respect de l'appareil gouvernemental et des travailleurs, au service de la population. La grande différence, c'est qu'on met la personne au cœur de nos intentions, de nos efforts, plutôt que les médecins, par exemple. On se différencie aussi dans les politiques qu'on a proposées au niveau du parti. Par exemple, en santé, on veut décloisonner le système pour faire en sorte que ce ne soit plus les médecins qui soient au cœur et qui décident de tout, mais qu'il y ait 200 000 professionnels supplémentaires qui vont être au service de la population pour désengorger le système de santé. Si on passe à l'éducation, on propose une loi bouclier pour protéger le budget de l'éducation, parce que c'est au cœur, tout le monde le dit, oui, les autres partis le disent, mais il n'y a pas d'action. Nous, on propose une loi bouclier pour protéger justement les budgets en éducation, que quel que soit le gouvernement qui arrivera, qui a l'intention de créer un climat d'austérité, l'éducation serait protégée. C'est quand même pas rien. Merci, Mme Jean. Mme Morancy? Moi, pour ma part, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que ce que je peux apporter, moi, comme différence avec mon parti, qui a déjà fait ses preuves, je le répète, c'est ma force d'inclusion, d'ouverture. Moi, je veux travailler avec tout le monde. Je veux que la région se développe. Je suis une fille de région. Je l'ai prouvé à maintes reprises dans mes anciennes implications. Je veux travailler avec les comtés, peu importe qui sera élu, mais j'imagine qu'on va voter pour le bon parti. Moi, j'ai pour dire aussi que le gouvernement, on a fait de grandes choses. Bouger un bateau comme la santé, l'éducation, c'est pas facile. Puis on le fait, on a eu le courage de faire les choses. Une planification stratégique d'entreprise, vous savez, on ne fait pas ça seulement en 2-4 ans. Des fois, ça va jusqu'à 8 ans. C'est ce qu'on demande, le gouvernement. Puis je regarde aussi dans les enjeux locaux qu'on promet. Je regarde la CAQ qui ont promis un bloc opératoire. Vous savez que l'on l'annonçait en janvier 2018. Le Parti libéral, il est en cours. Fait que ça me fait sourire. Donc, ils ne sont pas au fait de ce qui se passe sur le terrain. Puis une école d'entrepreneuriat, on ne se cachera pas qu'on l'a annoncé en juillet 2018 à Dolbeau. Donc, je pense qu'il faut regarder un peu ce qui se promet sur le terrain par les partis libéraux qui est au pouvoir actuellement. Bien, pas actuellement, on est en campagne. Mais l'école d'entrepreneuriat, elle est là. C'est une belle fierté. Ça, c'est un enjeu local qu'on a défendu. Merci. Prochaine question, Caroline Labrie, Radio Énergie. J'aimerais parler pas d'environnement, mais d'économie plutôt, parce qu'on a des gros projets sur la table qui sont sur pause depuis très longtemps dans la région. On a aussi là, la pénurie de la main-d'œuvre dont on parle de plus en plus. Mais j'ai l'impression que
pour un gouvernement ou pour les partis, c'est difficile d'avoir sur la table des propositions très concrètes pour ces entreprises-là. On parle aider les entrepreneurs, aider ou favoriser la deuxième, troisième transformation. Mais j'aimerais savoir, là, concrètement, qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire de plus? On le sait, on a par exemple à l'époque le tarif énergétique ou ce genre de trucs-là. Est-ce que c'est encore possible de développer des trucs comme ça pour aider davantage les entreprises? Madame Morancy? Effectivement, oui, puis on le fait aussi. Si on parle juste au niveau de la diversification des entreprises, la stratégie numérique qu'on a mis en place, on accompagne nos entreprises, puis on l'a démontré fortement. Fait que le gouvernement libéral, on ne se cachera pas, c'est le gouvernement, oui, de l'économie, mais on est proche aussi, évidemment, des familles, des aînés, des travailleurs, hein, on va se le répéter, des futures générations. Mais les entreprises, ils sont déjà accompagnés. On l'a prouvé par la stratégie numérique, la stratégie qui a été mise en place par la Dominique Andelade, qui est ici en région. On a mis en place, on a accompagné aussi Hélicis, une belle fierté ici pour la réduction des gaz à effet de serre. Fait en fait, on l'a prouvé on était là sur le terrain. Madame Jean. Oui, lorsqu'on parle d'économie, aujourd'hui, en 2018, le grand enjeu, c'est effectivement la pénurie de main-d'œuvre. Au Parti québécois, on a des actions ou des propositions concrètes, justement, pour aider les régions en pénurie de main-d'œuvre. On a, par exemple, au niveau de l'immigration. L'immigration peut venir combler la pénurie qu'on a, mais ce qu'on propose au Parti québécois, c'est de moduler le pointage qui est donné à un immigrant qui vient s'implanter dans la région. Actuellement, il est donné 8 points au nouvel arrivant s'il vient au Québec, mais il y aurait 16 points s'il venait s'installer dans la région. C'est déjà une mesure concrète. Une autre mesure importante, c'est justement la préparation de la main-d'œuvre. On propose de faire en sorte que dans la déclaration d'impôt des entreprises, il y a une section où les entreprises seront libres de remplir pour préciser quel type de main-d'œuvre il manque actuellement et quel type de main-d'œuvre il prévoit manquer. Cette information-là va être stratégique pour pouvoir préparer la main-d'œuvre dans les écoles, les programmes, mais aussi pour pouvoir aussi moduler les nouveaux arrivants, où est-ce qu'ils devraient aller, puis de quelle profession on a besoin le plus. Donc ça, c'est des mesures concrètes apportées pour le problème concret qu'on a aujourd'hui en pénurie de main-d'œuvre. Il y aurait bien d'autres choses à dire en économie, naturellement, quand on parle de diversification. Il faut que dans les régions, on mise sur nos forces, c'est-à-dire nos ressources naturelles, mais il faut absolument aller dans les créneaux d'émergence qui sont les nouvelles économies. Donc, on parle d'économie numérique, on va parler aussi d'intelligence artificielle, on parle de voitures autonomes. C'est des choses dans lesquelles il faudra, nous aussi, entrer pour pouvoir perdurer et faire en sorte qu'on connaît la prospérité qu'on mérite. Merci. Monsieur Rochefort? En fait, sur la base économique de la région, je pense que c'est important de considérer la proximité des marchés. Avant de commencer à partir d'attirer de nouvelles industries, pourquoi qu'on n'optimise pas qu'est-ce qu'on a déjà? On a la vallée de l'aluminium. Pourquoi qu'on ne travaille pas dans la deuxième transformation? C'est un cheval de bataille qu'on a. On a deux ressources, entre autres à cause de l'énergie qu'on a, l'électricité, une énergie qui est environnementale. Pourquoi qu'on n'utilise pas ça? La pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu qu'on a. Par contre, il faut faire attention à la fausse association, régler la pénurie de main-d'œuvre avec l'immigration. Actuellement, 58 des immigrants qui arrivent, ils ne parlent pas français. Donc, on s'entend qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 98 des gens parlent français. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer ici localement? Donc, si on prend un immigrant, en fait, oui, il y en a qu'on peut les attirer pour les amener sur le marché du travail. Par contre, on a des chômeurs qu'on peut utiliser. On a des gens qui sont plus près, notamment des jeunes qui sont plus près du marché du travail qu'on pourrait intéresser pour combler ça. Donc, je pense que la question, notamment sur la main-d'œuvre, sur la pénurie de main-d'œuvre, elle est assez complexe. Puis c'est trop facile de dire on va régler ça juste avec l'immigration. Je pense qu'il y a plusieurs composantes qu'on doit considérer là-dessus, puis ça a un impact sur notre économie locale. Monsieur Desti. C'est vrai qu'on vit beaucoup d'impuissance par rapport au projet économique dans la région, puis par rapport, par exemple, à l'objectif dont on parle depuis au moins 40 ans, de diversifier l'économie, faire de la deuxième et troisième transformation de l'aluminium ou du bois. Mais pourquoi que c'est comme ça? C'est parce qu'on ne contrôle pas notre économie. Notre économie, ces industries-là sont entre les mains d'intérêts étrangers qui non seulement contrôlent totalement ces filières-là, mais contrôlent aussi les ressources, le lac Saint-Jean, une partie du fjord, les barrages. Quel pouvoir d'influence avons-nous pour, par exemple, inciter PFR
ou RT à faire de la transformation, à écouler dans la filière. Eux autres, ce qu'ils veulent, ils veulent envoyer les 2x4 aux États-Unis ou en tout cas envoyer les lingots, mais faire la transformation, on sait bien que RT, ça ne l'intéresse pas. Ils n'ont pas acheté Novelis, puis Novelis a fini par crever parce que la compagnie américaine qui l'a acheté l'a rapatrié. Il faut qu'on devienne des joueurs qui possédons nos ressources, qui possédons les leviers de développement économique, et il faut nationaliser certains éléments comme les barrages hydroélectriques, où on va continuer de donner des avantages comparatifs privilégiés, s'il faut, à ces entreprises-là, mais où on va pouvoir utiliser aussi une partie de l'électricité pour peut-être, pourquoi pas, construire ici au Saguenay une usine de fabrication de véhicules collectifs électriques qui créerait des centaines d'emplois, des milliers d'emplois, comme il s'en créera partout au Québec. Puis c'est un projet qui n'est pas plus fou que de stocker du gaz de schiste à grandance, du gaz de schiste dont on devrait arrêter qu'on devrait arrêter de produire et dont personne ne veut. Et au Québec, là, notre force collective, notre force de développement économique est collective. Nos coopératives, notre caisse de dépôt et de placement, nos syndicats, notre chantier de l'économie sociale. Puis dans la région, il y a des projets d'agriculture, par exemple, à circuit court qu'on pourrait encourager. La transformation agroalimentaire. Il y en aurait des projets si on avait le contrôle. Merci, M. Dossy. Prochaine question, Pierre-Alexandre Maltais, Journal Le Quotidien. On a parlé du déroulement de la campagne tout à l'heure, qu'il n'y avait pas d'enjeu qui ressortait du lot. Et on peut aussi dire que cette campagne-là est relativement propre. Il n'y a pas eu nombre d'attaques entre les candidats. Par contre, je me dois de revenir sur le dossier qui est sorti dans le quotidien ce matin à propos de M. Rochefort. Vous avez réagi à la radio ce matin. Vous avez laissé planer l'idée que, c'est peut-être le Parti québécois qui pourrait peut-être tenter de vous attaquer en parlant de votre diplôme que vous n'avez pas obtenu. Est-ce que vous pouvez en rajouter là-dessus? J'ai répondu ce matin dans les médias, j'ai fait la tournée. Donc, mes commentaires vont s'arrêter là. J'ai défendu ma position comme de quoi je n'avais pas fait de plagiat. Donc, ça s'arrête là. Et Mme Jean, qu'est-ce que vous répondez? En fait, je ne vois pas comment le Parti québécois pourrait avoir quelque chose à avoir sur le fait que M. Rochefort a été soupçonné ou même reconnu coupable par l'Université de plagiat. Du coulage de l'information. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant de ça s'il y en a eu. Puis, quelque part, c'est public et M. Rochefort a admis qu'il en avait parlé à son chef, M. Legault. Alors, moi, je me pose juste la question, s'il en a parlé à son chef, comment ça se fait qu'il n'en a pas parlé à la population, vu que c'est à la population du Saguenay qu'il offre ses services? Prochaine question, Laval-Gagnon. Oh, oui. J'aimerais connaître chacun votre point de vue de candidat régional concernant le projet de réforme du scrutin proportionnel mixte. 3 des 4 partis se sont engagés dans cette direction, à l'appliquer s'ils étaient élus, former le gouvernement, ou en tout cas un des 3. Ça se traduirait à peu près par 60 d'élus selon un élargissement des comtés, 60 comtés, le reste 40 proportionnel mixte selon une liste de candidats des partis et tout ça. Le DGA, lui, propose 127 comtés pour tenir compte de l'augmentation de la population dans certains secteurs, ce qui impliquerait une diminution de la représentation des régions. Si on le garde à 125, on peut garder donc cet équilibre relatif-là. Quelle est la position de chacun? Je sais que vos partis se sont engagés de façon large, mais les modalités n'ont pas été précisées beaucoup. Quelle est votre position sur le plan, donc, d'un point de vue régional? Madame Morancy? Bien, nous, évidemment, on est contre. Je pense que les 3 partis à ma droite sont pour. Évidemment, on parle de couper 50 députés partout au Québec. Pensez à l'impact sur les régions, la représentativité des régions à l'Assemblée nationale. On va perdre notre pouvoir de force. On parle ici, je pense, ça va être 2 ou 3 députés pour le Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'imaginez à l'Assemblée nationale, quand on va lever la main pour nos enjeux locaux, moi, je pense qu'on va perdre vraiment la représentativité, la crédibilité d'écoute aussi à l'Assemblée nationale. Fait qu'assurément, on est contre. Madame Jean?
Je voudrais juste réagir à ce que je viens d'entendre parce qu'on s'entend que le gouvernement libéral est le gouvernement le plus centralisateur qu'on a connu. Donc, ça a desservi complètement les régions actuellement. Et je ne comprends pas qu'on dise qu'ils sont contre pour le bien des régions parce que les politiques qui ont été adoptées, ça a été destructeur pour les régions, qu'on a éliminé, par exemple, les plateformes de concertation, qu'on a centralisé les pouvoirs, qu'on ait nommé des ministres régionaux qui étaient des gens de la métropole. Bref, on n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. Pour ce qui est de la réforme du scrutin, je pense et au Parti québécois, on pense qu'il doit être absolument refait parce que c'est important que la population soit bien représentée à l'Assemblée nationale et le mode de scrutin actuel ne le fait pas. Ceci dit, pour les régions, c'est important qu'on soit aussi représenté selon notre force et selon aussi l'intention de faire en sorte que l'ensemble du territoire du Québec et l'ensemble des citoyens qui vivent sur le territoire du Québec aient leur propre pouvoir et le pouvoir égal à tout citoyen, peu importe où est-ce qu'il vit. Et s'il y a des disproportions qui doivent être faites par la réforme du scrutin, on devra travailler pour que ça n'existe pas. Alors, le travail sera fait pour que les régions aient la représentativité qu'ils méritent et qu'ils doivent avoir pour être représentés. Et cette représentativité-là ne doit pas se limiter au fait qu'il y a une masse de population qui se retrouve à la métropole, par exemple. Monsieur Rochefort. Ironiquement, je suis en accord avec Mme Jean. C'est-à-dire qu'on s'est prononcé pour aussi cette réforme. Je pense que l'enjeu prioritaire dans le comment on va le faire, ça va être de s'assurer qu'on ait une représentativité régionale. Donc, je vous dirais, mon commentaire va comme s'arrêter là, mais il faut s'assurer que, justement, notre région, nos gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean soient représentés et qu'il n'y ait pas une inéquité qui s'installe. Monsieur Dosti. Malheureusement, je suis assez vieux pour pouvoir vous dire que j'ai déjà entendu cette chanson-là. Le Parti libéral s'est déjà engagé à réformer le mode de scrutin. Le Parti québécois aussi. Puis quand ils ont arrivé au pouvoir, ils ne l'ont pas fait. Le mode de scrutin qu'on a, René Lévesque l'a qualifié de démocratiquement infect, et c'est vrai. Et ça modifie toute la culture politique. Ça fait qu'on se retrouve dans le contexte actuel d'une élection où est-ce que les gens ne savent pas trop pour qui voter. Et c'est dû en grande partie à ce mode de scrutin-là. Et là, la CAQ le promet. J'espère que si jamais ils sont élus, ils vont livrer la marchandise. Mais vous pouvez être assuré d'une chose, il va falloir que la population leur pousse dans le dos, qui que ce soit qui sera là, parce qu'une fois rendu là, ils profitent du bonus aux gagnants, puis là, ça ne leur tente plus de changer le mode de scrutin. Puis ça, c'est une des choses qui fait qu'on reste poigné là-dedans depuis au moins 100 ans qu'on réclame la réforme du mode de scrutin. Puis ça fait partie des problèmes qu'on a. Pour ce qui est de la représentation régionale, ben, je trouve ça qu'il faut avoir du culot pour avoir démantelé les outils de développement régional, puis vous prétendre vouloir défendre les régions avec le mode de scrutin qu'il y a là. Mais c'est la même chose aussi, hein? Il y en a qui pensent que c'est la meilleure façon de défendre les francophones. Bien, crime, si ça prend un outil antidémocratique pour assurer une représentation francophone à l'Assemblée nationale, on est mal parti. Mais ce que je voulais dire par rapport aux députés de région, supposons qu'avec la réforme, on a 3 députés de circonscription plus agrandis, puis on a 2 députés de région, bien, ça ne fera pas de tort d'avoir 2 députés qui sont entièrement consacrés à la défense des intérêts de la région, puis qui s'emploient à faire travailler les 3 autres ensemble et avec les élus des autres paliers de gouvernement pour défendre les intérêts de la région. Je ne pense pas qu'on va être perdant au niveau des régions pour autant. Merci. Prochaine question, M. Michel Cloutier. Dans la campagne électorale, à mon avis, il y a 3 grands lieux d'intervention majeurs: l'économie, la santé et l'éducation. Et je vais vous amener sur le domaine de l'éducation. Il y a un sociologue québécois que vous avez probablement très bien connu, Jacques Grandmaison, qui, dans son livre déjà il y a une quinzaine d'années, Le jugement Foulquin, avait dit « Le problème majeur en éducation, c'est un problème de surstimulation ». Et il y a un psychologue québécois, reconnu également, qui a écrit un livre dernièrement, et qui parle aussi de problèmes du contexte sociologique, psychologique québécois actuellement. On parle beaucoup de surinformation, de surconsommation, de suralimentation, de surperformance, et on peut en mettre. Et il débouche sur une notion qui est très importante, et là, ça va vous amener dans le contexte de l'école, c'est la suradaptation. On est dans un contexte maintenant de suradaptation. De longtemps, on parlait d'adaptation au changement. Là, maintenant, on doit parler de suradaptation. Ce qui m'amène au problème des écoles. Actuellement, les problèmes des écoles font face à ces problèmes-là.
Les écoles font face à ces problèmes-là de suradaptation. Et je pose la question suivante. Vous avez dû rencontrer des gens de l'éducation. Est-ce que vous avez des priorités que vous avez décelées à avancer par rapport à ces changements qui doivent être apportés dans le domaine de l'éducation? On a parlé, bien sûr, de la possibilité de tâches à réduire, de ressources d'encadrement aussi. On a parlé tantôt de taxes à uniformiser au niveau scolaire, mais il y a bien d'autres choses, là, possiblement. Monsieur Dosti? Bien, moi, je suis chargé de cours à l'UQAC et puis je le vois souvent, on a jusqu'à 10 des étudiants qui ont besoin d'adaptation, des besoins particuliers. Donc, c'est clair que c'est un problème qui est de plus en plus, qu'on rencontre de plus en plus. Il y a probablement des phénomènes de société, de civilisation aussi. Il y a, je me souviens plus du nom du chanteur rock là, qui disait, qui était aussi prof de philo dans un cégep à Montréal, puis il disait, on a affaire non pas à une nouvelle génération, mais à une nouvelle espèce. Et ça apporte toute une série de nouvelles réalités. Puis aussi, on est plus sensible à certains diagnostics, certaines problématiques. Je dirais qu'on oublie parfois qu'on doit avoir une approche communautaire pour solutionner ces problèmes-là. Les individus ont des adaptations individuelles à faire. Le milieu doit être un environnement favorable, mais on doit aussi, comme communauté, prendre soin de notre monde dans son ensemble. Ces derniers jours, il y a des coalitions d'intervenants jeunesse qui sont sortis dans les médias pour dénoncer la surmédicalisation auprès des jeunes parce que c'est rendu qu'on surdiagnostique toutes sortes de choses. Et ce n'est pas nos psychiatres qui vont nous donner l'exemple parce que les psychiatres, dans leur nouveau DSM-4, le nouveau catalogue des maladies mentales, là, ben juste faire un peu d'anxiété, là, c'est d'avoir un trouble anxieux. Là. Puis là, quand tu es rendu avec ça, là, ça te prend des pilules, puis tout ça. Puis on oublie qu'il y a parfois des petits problèmes de la vie quotidienne qui apportent des émotions désagréables, qui peuvent se gérer, qu'on peut trouver des façons de gérer individuellement, mais aussi et surtout, collectivement et en communauté, on peut faire face plus facilement à ces situations-là. Mais l'individualisme poussé à son extrême dans notre société de téléphone intelligent puis de tout ça, nous donne l'impression qu'on peut se passer des autres aujourd'hui, puis c'est une illusion, malheureusement. Monsieur Rochefort. Effectivement, le préfixe « sur » est très, très, très présent actuellement dans le milieu de l'éducation. On voit aussi une surcharge qui est apportée, je dirais, aux enseignants. Moi, je le vis comme professeur. On doit adapter effectivement certaines techniques d'enseignement. On doit s'adapter à la clientèle actuelle aussi parce que ça fait partie d'un pourcentage de nos classes. Et si on veut être capable de les amener vers un bon apprentissage, il faut adapter nos techniques. Ce qu'on propose à la CAQ, c'est sûr, la maternelle 4 ans non obligatoire et gratuite. Ça va permettre, entre autres, de diagnostiquer les problèmes plus tôt. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile de diagnostiquer. En fait, j'ai dit c'est plus facile. Ça se diagnostique plus les problèmes. Moi, je me souviens dans mon temps, quand j'étais au primaire, on faisait de l'éducation physique, puis on en faisait aussi au secondaire, puis on se dépensait, puis on avait moins de problèmes. D'ailleurs, c'est une des propositions de la CAQ de rajouter 1 heure d'éducation physique par jour. Donc ça, c'est des moyens déjà là qu'on prend comme position pour dire, bien, on pourrait peut-être déceler les problèmes plus de bonheur, être capable d'intervenir, puis on s'entend que c'est sûr qu'il y a une adéquation avec, je dirais, l'ajout de ressources pour être capable d'adapter aussi puis outiller les professeurs pour qu'ils soient en mesure d'enseigner puis de bien faire leur travail. Je sais qu'actuellement, il y en a qui font un très bon travail puis qui travaillent très, très fort, mais le fait de s'adapter à la clientèle puis à la dans le fond, à la surstimulation, la suradaptation, ça demande un effort supplémentaire aux professeurs. Madame Jean. Oui, on parle de sur. Il y a aussi les sous. Le système de santé, d'éducation, il est sous-financé. Ça manque d'argent pour avoir justement les ressources que ça prend pour faire la bonne éducation, puis le bon diagnostic, puis amener les bons professionnels autour des enfants. C'est essentiel que ça se fasse. La CAQ propose de diminuer les taxes scolaires. Vous savez, ça va directement à couper l'argent dans les commissions scolaires. Les commissions scolaires qui apportent les services parallèles à l'ajustement d'aide aux enfants qui sont en difficulté, aux enfants qui ont des besoins particuliers. Bien, en faisant cette approche-là, la CAQ dit oui, il faut baisser les taxes, mais n'a pas de solution pour dire où est-ce qu'on va aller chercher l'argent pour produire les sous. Fait qu'au Parti québécois, c'est qu'on décide de conserver, d'uniformiser les taxes, mais de mettre l'enfant, l'éducation des enfants et la protection des enfants au cœur de nos décisions. L'inéquité apportée par le taux de taxe
taxes, il existe. Il faudra s'y attaquer, mais pas au détriment du service. Donc, il faut absolument mentionner ça. M. Rochefort mentionnait les maternelles 4 ans. Maternelle 4 ans n'apporte pas de solution au diagnostic. Il y a déjà un système qui existe avec les CPE où ils sont encadrés, où ils sont entourés, où justement le diagnostic se fait de façon précoce. L'apparition des maternelles 4 ans est irréaliste. Il n'y a pas d'édifice pour ça. Il n'y a pas de professeur. Ça voudrait dire 90 000 enfants de plus pour le système d'éducation actuel qui a de la difficulté déjà à absorber les enfants qui vont à l'école. Donc, quand on nous parle des maternelles 4 ans, c'est utopique, c'est irréaliste et c'est même pas la bonne solution parce qu'on a déjà au Québec un système qui est très fort justement pour aider les enfants qui ont des problématiques, qui ont des besoins particuliers qu'on appelle les CPE pour le diagnostic précoce. Le troisième élément, c'est que, encore une fois, le financement. Je répète, au Parti québécois, on va mettre une loi cadre qui va protéger le financement des institutions d'enseignement pour faire en sorte que, justement, les politiques d'austérité qui pourraient tenter certains gouvernements ne pourront pas se faire au détriment de l'éducation au Québec. Madame Morancy. Évidemment, moi, je suis une maman qui veut évoluer ses enfants et encore récemment, ils sont au cégep actuellement, dans le système d'éducation qu'on a actuellement. Puis la santé mentale nous préoccupe beaucoup comme gouvernement et me préoccupe grandement. On a eu le congrès des jeunes libéraux récemment à Montréal. Ça a été leur cri du cœur qu'on a entendu. Donc, évidemment, on est dans un système de performance. Il faut encadrer nos jeunes. Ils ont une pression incroyable, accrue. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des moyens pour les accompagner, ces jeunes-là. On peut revenir aussi au dépistage des maternelles 4 ans. Ça, on est entièrement d'accord aussi avec ça. On a mis aussi en place des technologies aussi pour mieux comprendre les jeunes, être plus proche des jeunes. Mais je reviens à la santé mentale pour répondre à votre question, là. On est rendu là. On est en 2018. On est dans un monde de performance. Nos jeunes ont besoin d'un encadrement puis de l'appui de leur gouvernement. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre. Question de prospective. On est en septembre 2022. Votre parti a été élu. Vous avez été élu. Qu'est-ce qui a changé dans la région par rapport à ce qui existe maintenant? Madame Morancy. Pouvez-vous répéter la question? Qu'est-ce qui a changé depuis? Hein? Qu'est-ce qui va avoir changé dans la région durant ces 4 ans-là? Dans 4 ans. Les prochaines qui s'en viennent, je suis sûre. Hein? OK. Bien, écoutez, beaucoup de choses. Je l'ai parlé tout à l'heure. Là, on a fait des gros gains avec le Parti libéral. Il a fallu prendre le courage de revirer le bateau de la santé, d'investir encore mieux en éducation. Là, on a le moyen, je vous dis, on a les moyens. On vous demande de nous faire confiance pour les 4 ans à venir. Parce que vous voyez, tous les jours, on fait des annonces, que ce soit pour les familles. On va être proche des familles. Je regardais aussi au niveau des jeunes. Ça peut sembler drôle, mais juste donner la gratuité pour l'autobus, c'est énormément de sous pour les parents. Fait qu'on va être proche de nos familles, on va être proche de nos aînés. On a les moyens de le faire. On va être proche aussi des travailleurs, des futures générations. On construit le Québec de demain, là. Le Parti libéral du Québec, c'est ce qu'on veut. C'est construire le Québec de demain avec toutes les générations. Donc, ce qui va changer, c'est que là, on a les moyens de le faire, monsieur, puis c'est grâce au Parti libéral. Madame Jean. Pas compliqué. Dans 4 ans, on va avoir certainement une plateforme de concertation digne de ce nom au niveau de la région, qui est essentiel, ce que le gouvernement libéral a éliminé et qui est un manque flagrant. Deuxièmement, on va avoir pris un virage vert. Si on est dedans, c'est incontournable. Le Parti québécois va faire en sorte qu'au régional et partout au Québec, on va prendre un virage vert. On va faire aussi en sorte que dans la région, on fasse partie de l'ère moderne, qu'on ait des projets dans les nouvelles économies, dans l'économie numérique, mais pas seulement que ça, dans l'intelligence artificielle. Et je vous promets des projets concrets pour la numérisation du milieu manufacturier ici à Chicoutimi. On va avoir aussi une vitalité économique renouvelée, qui est essentiel aussi. On n'aura pas mis de côté ce qu'on a déjà, mais on va être encore plus fort, puis on va être encore plus diversifié, puis on va avoir des entrepreneurs, puis des entreprises en grand nombre et en énergie aussi et positive par rapport à ce qu'ils ont à faire et prospèrent. Et la dernière et non la moindre, on va être prêt pour faire l'indépendance du Québec parce qu'on va avoir préparé le terrain pour 2022. Monsieur Rochefort. En fait, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est l'utilisation d'Investissement Québec comme un levier pour attirer des entreprises en région.
qui va devenir un véhicule important dans 4 ans. C'est de redonner le pouvoir aux régions, décentraliser. Ça, la CAQ a fait le commitment. Moi, là, ce que j'ai de la misère, notamment avec la proposition du Parti québécois, c'est de dire, on va amener des entreprises en région. Ben oui, c'est beau amener des entreprises dans la région. On va premièrement s'assurer d'avoir les infrastructures pour les apporter. Et bien sûr, dans le respect de l'environnement. Et ça va passer. On en a déjà des infrastructures. Il faut soutenir les projets qui sont là. Il faut être capable d'avancer là-dedans. Dans 4 ans, on va avoir un gymnase au Patro de Jonquière. Hein? Ça, c'est important de le mentionner. On l'a dit qu'on allait le faire. On va mettre le 2 millions là-dedans. On va avoir renégocié le salaire des médecins. On va avoir revu le système des commissions scolaires. Et ça, c'est des actions qui sont concrètes, puis ça va remettre de l'argent dans les poches des contribuables. C'est drôle, ça, quand on parle de ça, qu'on dit nos propositions, nous autres, on veut que le contribuable en ait plus dans ses poches, que la famille se porte mieux. On dirait que tout le monde s'insurge en disant « Ah, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. » Mais concrètement, ça va se réaliser. Madame Jean, vous semblez visée par un... Oui, absolument. Lorsque M. Rochefort indique qu'il va falloir commencer par avoir des infrastructures pour accueillir les entreprises, je m'excuse, les infrastructures dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a des belles, des grosses, et on est prêt. Pas de problème avec ça. On est prêt. Je vais terminer mon intervention. Amener des entreprises. C'est ça que vous dites. Amener des entreprises. Moi, j'ai dit créer l'entrepreneuriat et mettre le milieu propice à la création d'entreprises. Non, c'est pas ça que vous avez dit. Vous avez dit on va amener des entreprises, Mme Jean. Qu'on les amène ou qu'on en fasse émerger, le résultat est le même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que je peux terminer sans me faire interrompre? Le gouvernement du Québec, c'est pas un promoteur. En fait, c'est pas lui qui va amener des entreprises. Il faut qu'il y ait un promoteur de projet pour venir s'installer. Écoutez, les infrastructures dans la région, on les a, et je trouve ça très réducteur lorsque j'entends un représentant qui veut devenir représentant de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui mentionne qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'aurait pas les infrastructures pour accueillir ou pour faire voir naître des entreprises de haut calibre. Je m'excuse, on a ce qu'il faut, excepté peut-être la couverture Internet, puis ça, j'ai oublié de le dire, parce que dans 4 ans, avec un Parti québécois, on va avoir la couverture Internet et cellulaire partout dans la région. Mais on a déjà ce qu'il faut pour accueillir et faire émerger des entreprises, non pas seulement que dans les industries, je dirais, des secteurs mous, mais dans les industries nouvelles. Et il faut le croire et il faut le savoir pour être capable de porter ces projets-là auprès de la population, mais aussi auprès des gouvernements qui vont avoir à prendre des politiques pour que ça se fasse. Monsieur Rochefort? Bien là, juste faut s'arrêter, là. Juste pour compléter en disant que j'ai mentionné de donner les conditions, de s'assurer qu'on ait les conditions. On a déjà des infrastructures, mais malheureusement, on a des problèmes avec nos voies ferroviaires, puis ça, il va falloir qu'on fasse de quoi là-dessus. Bien, justement, c'est pas normal que les voies ferrées ne nous appartiennent pas puis qu'une compagnie prenne ça en otage pour empêcher un autre de s'installer. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi qu'on ne prend pas ça en main? Ça fait partie des ressources qui devraient nous appartenir. En 2022, si on est élu, on va déjà être indépendant, Mme Jean. En 2022, on va avoir convoqué une assemblée constituante au début de 2019 au plus tard. Cette assemblée-là, c'est une assemblée du peuple, où les gens sont élus au suffrage universel pour exercer leur souveraineté. Pour une fois, le peuple québécois va exercer sa souveraineté, il va rédiger la Constitution d'un Québec indépendant, qui va avoir été soumis un an plus tard, au plus tard, à un référendum et qui va avoir été remporté haut la main. Cette Constitution-là va prévoir la décentralisation des pouvoirs vers les régions du Québec avec des élus par des gouvernements régionaux qui vont avoir un budget autonome et qui vont gérer l'ensemble des institutions publiques et des ressources qu'on retrouve actuellement. Entre-temps, le 1er mai 2019, on va avoir fait entrer en vigueur le salaire minimum à 15 piastres de l'heure parce que c'est pas normal qu'on reste encore dans le cercle vicieux de la pauvreté avec le salaire minimum. On va avoir construit une usine à proximité pour fabriquer des véhicules collectifs électriques de transport. On va avoir réussi à mettre en place des circuits courts pour encourager nos petits agriculteurs locaux pour augmenter notre souveraineté alimentaire et l'achat local. On va avoir remis notre système de santé à l'endroit parce que là, Barrette l'a mis à l'envers. Au lieu que la population travaille avec les employés pour rester en santé, c'est les docteurs qui ont tout le pouvoir avec une approche maladie curative. On va avoir soigné notre personnel parce que notre personnel est en détresse, incluant nos gestionnaires, autant dans l'éducation que dans la santé.
Et on va avoir une université qui va avoir surmonté son sous-financement chronique. Parce que vous savez que s'il y a une des choses qui est importante pour le développement économique d'une région comme la nôtre, c'est d'avoir une université qui a tous les moyens pour faire l'enseignement, la recherche, la création, pour être capable aussi de drainer. On ne réussit pas à le faire comme on devrait être capable de le faire, tous les étudiants des cégeps de la région vers notre université régionale, développer tous les programmes dont on a besoin et certains programmes spécialisés dont le Québec a besoin. Et ça va bien dans notre région. Dans 4 ans. Dans 4 ans. Prochaine question, Pierre-Alexandre Maltais. Vous venez de parler de faire venir des entreprises dans la région, des PME, des petites entreprises. Par contre, dans le prochain mandat de 4 ans, il y a des bonnes chances d'avoir un des 3 gros projets attendus dans la région, que sont GNL, Métaux BlackRock ou Ariane Phosphate, se concrétiser. Ma question, c'est si éventuellement un de ceux-ci se concrétise, on va assister à 2 choses, soit un boom économique, mais comment vous allez jongler avec l'aspect environnemental de ces projets-là qui vont immanquablement soulever des grandes questions? Je voudrais vous entendre là-dessus. Madame Morancy. En fait, il y a déjà les bureaux d'audience publique qui existent. On a vraiment des normes qui sont déjà en place par le gouvernement. Puis, je trouve actuellement que ces projets-là, pour y avoir travaillé avec mon autre chapeau, ont été suivis vraiment très bien par le gouvernement. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout inquiète. Ces projets-là sont développés avec les normes très strictes environnementales qui existent actuellement. Puis, c'est certain qu'avec mon chapeau économique de ce moment-là, j'étais totalement rassurée. Madame Jean. Il y a des gros projets qui sont annoncés ici, effectivement, qui sont à l'étude. Il y a des études environnementales qui sont en train de se faire. Il faut avoir le résultat de ces études environnementales-là pour établir effectivement l'acceptation sociale de ces projets versus les retombées économiques versus l'impact environnemental. Je pense que c'est d'agir de façon responsable que de faire en sorte que ces études-là soient menées à terme et qu'on puisse les analyser et qu'on prenne des décisions sérieuses autour de ça. Je prendrai les quelques secondes qui me restent pour faire une réplique par rapport à M. Dossy et l'inspiration indépendantiste de Québec solidaire. Je voulais juste mentionner que de s'annoncer aujourd'hui comme étant le porte-étendard de la souveraineté, lorsqu'il y avait un travail de regrouper des forces souverainistes au Québec avec la convergence, Québec solidaire a été le parti qui s'est retiré et qui n'a pas tenu sa parole vis-à-vis ça, donc qui a fait échapper un projet qui aurait pu être réaliste et réalisable au niveau de la feuille de route de la réalisation de la souveraineté. Alors aujourd'hui, permettez-moi d'avoir des doutes sur l'intention réelle du Parti Québec solidaire dans son intention de mettre en marche un processus souverainiste et de le mettre de façon inclusive, c'est-à-dire de compter tout le monde là-dedans et non pas seulement qu'une petite gang. Monsieur Dossy. Écoutez, Monsieur Lisée décide tout seul, pour son parti peut-être, mais pour tout le mouvement souverainiste, qu'il n'y aura pas de référendum avant 2022. Puis il s'assoit à une table pour négocier une feuille de route pour faire l'indépendance. Nous autres, dans notre feuille de route, dès qu'on est élu, seul ou en coalition, on enclenche le processus de l'Assemblée constituante, mais en même temps, il veut faire alliance provincialiste pour juste gérer la business provinciale, là, puis dans le but de battre les libéraux. Mais ça ne nous intéresse pas, gérer la business provinciale en attendant les conditions gagnantes. Nous, on veut faire une proposition claire à la population du Québec. Si elle n'est pas prête à nous suivre, elle nous suivra au prochain tour. Mais on ne changera pas d'idée. Mais comment voulez-vous croire de pareilles paroles de la part d'un parti qui avait signé un document, qui avait donné sa parole et qu'au lendemain retire sa parole? Moi, je ne crois rien du tout de ce que j'entends. Il faut que je réponde à ça. C'est vrai que c'est malheureux ce qui est arrivé parce que effectivement notre porte-parole. C'est malheureux. Oui. C'est extrêmement dommageable. Oui, dommageable, oui, parce que vous en faites une grosse histoire puis vous étirez ça la sauce beaucoup là. Mais la vraie histoire. Vous êtes en récupération. La vraie histoire, c'est que notre porte-parole a signé sur un point de cette entente-là sur lequel notre Congrès s'était prononcé 2 fois contre. Et il aurait fallu qu'il attende avant de signer ça, d'amener ça devant le Congrès. Ça a fait toute une histoire. Puis
nos petits conseillers en communication ont voulu un petit peu camoufler la patente, puis ça nous a fait tard. Mais ça, c'est déjà commencé à jouer de la vieille politique, puis on a décidé c'est que du beau violon, M. ce Desti. genre de choses-là. Mais vous savez-vous que depuis, on a fusionné avec Option nationale, puis ce point-là, il est réglé. Ce point-là, il est réglé. On n'est plus en désaccord par rapport à la feuille de route. On va même plus loin. Si on revient à notre question de base, M. Rochefort, c'est qu'on parle des grands projets. Je ne veux pas être hors contexte. En fait, c'est sûr que ces projets-là de développement économique, il faut qu'ils soient soutenus, mais bien sûr, en respectant l'environnement. Ça, c'est sûr, la position de la CAQ est claire face à ça. Oui, on est pour l'économie, oui, on est pour ces projets-là, mais il faut respecter les normes environnementales. Et je pense que l'approche de la CAQ est très innovatrice. Et quand je dis innovatrice, c'est que M. Legault a même mentionné, on a une équipe qui veut être créative, qu'on veut voir les choses différemment. Et honnêtement, je crois qu'en 2018, on est capable d'être créatif pour respecter l'environnement et être capable de soutenir ces projets-là. Merci. Prochaine question, Laval-Gagnon. Je n'ai pas parlé sur ça. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas... on va vous laisser quand même la parole. Oui, merci. Merci. C'est dommage parce qu'on donne l'impression qu'on est contre les projets. Mais écoutez, c'est encore des projets, très souvent, là, de l'ancien temps. Stocker du gaz de schiste à grande dense, même pas pour notre usage à nous, OK? Du gaz de schiste qui a été pompé dans la nappe, qui a brisé la nappe phréatique dans le sud puis dans l'ouest. Que les investisseurs ont voulu développer en fou, puis là, ils ont un surplus qui ne sont pas capables d'écouler sur le marché mondial, puis le marché n'est même pas bon, là. Là, il faut qu'ils passent ça quelque part. En Nouvelle-Angleterre, ils n'en veulent pas. Passer par l'Ouest non plus. Là, nous autres, on va accepter ça chez nous, là. Puis ça comporte un paquet de dangers, puis il y a beaucoup de risques associés à ça. Et en plus, c'est du gaz de schiste, c'est plus polluant, aussi polluant au moins que le pétrole sale à Trudeau. Alors, écoutez, ça, on ne peut pas être pour ça, là. Si on mettait notre génie puis nos millions sur des projets pour contrôler nos ressources ou pour développer les secteurs alternatifs, les secteurs verts, pourquoi pas? On s'en va déjà tête baissée, frapper sur le mur avec les projets comme ceux-là, basés sur l'hydrocarbure, face à l'urgence climatique. Ça n'a pas de bon sens. Les autres... Le temps que vous aviez. Okay. On va passer à la prochaine question, M. Laval-Gagnon. Oui. Un petit préambule ironique, c'est qu'à mon époque, moi aussi, là, dans les années 80-90, on voulait faire du développement économique pour contrer les diminutions de la population, l'exode. On était dans l'exode. C'est ainsi, c'est que le taux de chômage est tellement bas qu'on manque de main-d'œuvre, mais on veut faire aussi du développement économique. En bout de piste, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là, depuis 40 ans sur ce plan-là, sauf que la région continue d'être devant ce jour. Moi, je veux poser une question très directe, là. Quand on va à Montréal, évidemment, on constate qu'il y a des immigrants, mais il y a aussi à Rosemont, Petite-Patrie, Villeray, sur le plateau ici. On voit nos jeunes qui sont partis. C'est notre immigration, nous autres, là. Et ils ont alimenté l'immigration à Montréal. Alors, et là, on constate que, finalement, on a limité relativement la baisse de notre population, mais là, on veut attirer des immigrants pour le développement économique. Et ça, c'est pas une mystification. Puis, moi, je vous pose la question là, aux quatre. Comment peut-on sérieusement accroître significativement, on peut en attirer quelques-uns, mais significativement, l'immigration dans notre région quand on a encore de la difficulté à retenir nos jeunes qui représentent l'immigration. Alors, Monsieur Desti, on va y aller rapidement. Il nous reste 4 minutes. Une approche fondamentale qui pourrait inverser, parce que moi, ça fait 40 ans que je vois ça, puis ça n'a pas changé. Merci, monsieur. C'est sûr que peut-être que sur les moyens, on pourrait discuter longtemps, mais je pense qu'on est pas mal d'accord sur le fait que là, on s'en prend parfois aux immigrants là, parce qu'on vit de l'insécurité, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le gouvernement libéral, par exemple, n'a pas mis tous les moyens qu'il fallait pour intégrer en emploi et franciser même en emploi les immigrants qui viennent chez nous. Les réfugiés aussi qu'on a eu, parce qu'on a été une zone identifiée pendant un certain temps, on n'a pas réussi à les garder. Et c'est pas toujours parce qu'on n'est pas capable de les accueillir puis de les réseauter dans nos milieux, dans nos réseaux d'amis. Il y a ce problème-là. On peut essayer d'influencer ce facteur-là dans le sens positif.
moi, ce qui m'agace, j'entends parler monsieur Couillard, j'entends parler d'autres politiciens aussi dire, ben, hey, là, pour l'emploi, c'est absolument nécessaire, mais l'immigration, c'est pas juste ça, là. On va pas instrumentaliser les immigrants juste pour qu'ils prennent des jobs. Des immigrants, c'est un enjeu de développement social. Monsieur Rochefort, on va y aller avec vous. Il faut y aller rapidement. Oui, en fait, la CAQ propose la création d'emplois plus payants. Notamment d'emplois à 25 $ de l'heure et plus, des emplois qui peuvent être attractifs. Et ça, je pense que c'est un levier important pour la région pour attirer non seulement de la nouvelle main-d'œuvre ou des jeunes qui ont quitté la région, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que le Saguenay-Lac-Saint-Jean offre une qualité de vie qui est incroyable au Québec actuellement. On a la proximité de tous les services, on a tout ce qu'une ville peut nous offrir. On est à côté du travail. C'est génial d'habiter ici. En plus, c'est beau, c'est magnifique. On a tout ce qu'il faut ici pour attirer les gens. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Mais je pense qu'un des éléments pour attirer les gens, ça va être l'emploi, des emplois bien rémunérés. Madame Jean, rapidement. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, je pense que ça prend effectivement la mise en valeur de notre qualité de vie. Les jeunes, ils veulent venir travailler ici, mais ils veulent aussi faire carrière ici. Ils veulent avoir des possibilités d'évoluer dans leur carrière. Donc, il faut absolument s'arranger, si je peux m'exprimer ainsi, faire en sorte que on décentralise. Le fait qu'on ait centralisé dans la métropole et dans la capitale nationale des niveaux décisionnels gouvernementaux et à d'autres niveaux fait en sorte que si quelqu'un vient travailler ici, un jeune vient travailler ici, s'il veut grandir dans sa carrière, il va être obligé d'aller à Québec ou à Montréal. C'est inacceptable. Il faut que les jeunes qui ont envie de venir ici, je ne pense pas que c'est un problème de volonté. On le sait, on est une belle région, on est bien, on est nulle part mieux que chez nous, puis on est chez nous ici. Mais encore faut-il être capable d'y évoluer et de faire sa carrière, nous et notre famille et nos conjoints. Donc, il faut travailler sur la décentralisation pour faire en sorte qu'on ait des lieux de pouvoir ici et que les gens puissent être capables de faire carrière à long terme dans la région. Et Mme Morancy, rapidement, merci. Moi, je crois qu'il faut être attractif pour nos jeunes. Il nous faut les infrastructures de qualité pour les garder, pour qu'il y ait un sentiment de fierté de rester dans la région, parce qu'effectivement, on a la qualité de vie ici. On veut les garder, nos jeunes, mais il faut qu'ils s'épanouissent au niveau du tourisme, au niveau des sports, culturels. Fait que ça, c'est mon premier point. Au niveau de l'immigration, pour avoir travaillé pendant 7 ans avec des organismes d'immigration, c'est important l'accueil. À la base aussi, le tri. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, parce qu'il faut les accueillir, les intégrer puis les retenir, on se comprend. Puis je suis une immigrante, ça peut sembler drôle, mais tu sais, pour avoir voulu m'implanter ici et rester, c'est qu'il fallait que je sois accueillie et que je développe un réseau. Donc, c'est important, il faut s'attaquer à la base, puis travailler avec les organismes d'immigration. Là, j'imagine que la Ville va nous revenir avec ce qui se passe au niveau de l'immigration, parce que là, c'est un petit peu, mais c'est important, c'est le cheval de bataille de demain, retenir ces gens-là, les accueillir, puis bien les intégrer. Puis ça passe par la francisation en entreprise. Ça, le gouvernement l'a promis dans sa stratégie de main-d'œuvre. C'est ça la base, je le sais, parce que j'y ai travaillé. Merci beaucoup à vous quatre de vous être prêtés au jeu. On va se retrouver le 26 septembre prochain avec des candidats dans Lac-Saint-Jean, donc un autre débat. Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup.